Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Et ce soir, la rédaction accueille Geoffroy Leray, président du Lions Club. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le coup d'envoi du Téléthon a été donné tout à l'heure à 18h. Une opération chapeautée ici par le Lions Club et à laquelle d'autres structures se sont ralliées. On en parle avec vous tout à l'heure. Avec nous également sur le plateau, Ibrahim Amada, chargé de communication de Fadul Ahmed Fadul, candidat à la présidence des Républicains. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir chers téléspectateurs. Bonsoir. Alors la candidature a été rendue officielle cet après-midi, à quelques semaines seulement de l'élection prévue fin janvier. Alors pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour se déclarer et quel est également le programme de campagne? On en parle avec vous dans quelques instants. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 4 décembre. Hier, une intervention des forces de l'ordre a été très remarquée dans le quartier de Manzarsoa. Un homme aurait été arrêté pour soupçon de radicalisation sans que plus d'informations n'aient filtré depuis lors. Nous nous sommes donc rendus dans le quartier pour interroger témoins et fidèles. Ce matin se tenait à la caserne de Kahani la cérémonie de la Sainte Barbe, patronne des pompiers. Le préfet a ainsi remis plusieurs médailles à une partie du personnel de la caserne avant un poignant hommage aux victimes des attentats de Paris. Le village d'Eva et la chanteuse Zainouni sont à l'origine d'un clip en faveur de la scolarisation. Avec la participation de jeunes collégiens, ils ont souhaité envoyer un message en musique afin que tous les enfants accèdent enfin à l'éducation. Reportage. Hier matin, la première perquisition administrative concernant un cas de radicalisation a été réalisée par les forces de police dans le quartier de Manzarsoa à Mamoudzou. Cette perquisition a été ordonnée dans le cadre de l'état d'urgence pour une personne qui aurait été décrite comme très radicalisée. Nous sommes donc partis dans le quartier afin d'y rencontrer des administrés, témoins de l'arrestation et qui fréquentent la même mosquée. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Fred Souleymana. L'état d'urgence continue de donner lieu à de multiples perquisitions sur tout le territoire français. Mayotte n'y fait pas exception, même si pour le moment, aucune arrestation pour soupçon de radicalisation semblait avoir été réalisée sur le territoire. Mais depuis hier, c'est désormais chose faite. L'un des habitants du quartier de Manzarsoa, témoin de la scène, raconte. tasosali ari karishanga wakati harumwa waja harumwa 6h ta paka 9h kula wabo wambingi mwamtsao bekarajo bali wa tsadisa bali tongotina tin wambingi wala na itali bebo watu wasosene mba wa mtu wa wafanya tongo madezo faransao wa ajahun wabo wamtsa exactement ta joazi sono tuma mtsatula harumwa gari watu wa mrenga wala na be ta joa tongo bali yomba jeja ojeshi. Pour certains habitants du quartier, ce matin, c'est la surprise qui l'emporte. Pour l'heure, une chape de plomb est posée sur cette opération qui ne livre pas si elle a matché ou si des éléments incriminants ont été trouvés. Cependant, beaucoup voient cette première arrestation comme inquiétante et pointent à nouveau du doigt les agissements des terroristes. Songeza ntongo yo mwezi ngwa hirre mashangwe abasabani bankamwe rongo harmwensi ya hindi wa vua nziro ya hijiro hambene dunia sangamia sababu des tambu zozi mbovo na damu wasifanyele mwezi ngwa rema mashangwe shisho. Quasiment au même moment sur le département voisin à La Réunion, une autre perquisition pour radicalisation était aussi effectuée par le groupement d'intervention de la police nationale au Chaudron à Saint-Denis. Preuve que dans les territoires et départements d'outre-mer, la plus grande vigilance doit également rester de mise.
À 14h, une réunion d'information s'est tenue au cinéma Alpaggio à propos de l'application du Code du travail. Une nouvelle réunion de travail en attendant l'arrivée la semaine prochaine d'une mission chargée de la transposition du droit du travail à Mayotte. Le préfet, plusieurs institutions ainsi que les partenaires sociaux y étaient ainsi conviés en vue de permettre aux salariés du département d'accéder prochainement au droit commun. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Si les syndicats peuvent se targuer d'avoir gagné une bataille, c'est bien celle des réunions qui se succèdent concernant leurs revendications. Dans le cadre du document stratégique Mayotte 2025, la plupart de ces rencontres étaient plus ou moins prévues, mais les mouvements sociaux qui se sont succédés ne sont pas non plus étrangers à ces multiples rencontres entre acteurs sociaux et institutions. Et cet après-midi, c'est une problématique phare qui était abordée, l'application du Code du travail. En ce qui concerne la CFE-CGC, nous avons eu cette invitation et on répond présent parce que ce sont des travaux qui doivent nous permettre d'aller de l'avant. Ce sont des travaux des rencontres qui doivent nous permettre d'exprimer la volonté, les souhaits donc des salariés de Mayotte en ce qui concerne l'évolution de ce Code du travail. L'intersyndicale constituée était une nouvelle fois au rendez-vous pour participer à cette réunion et le discours reste toujours aussi ferme quant à l'application du Code du travail à Mayotte. Déjà, première surprise, c'est le Code du travail. Moi, j'attendais plus les partenaires plutôt dans le secteur privé. Mais là, je vois c'est l'éducation nationale, c'est toute l'administration locale qui est présente. Donc, les partenaires, j'espère qu'ils vont contribuer quand même. Parce que nous, ce que nous attendons aujourd'hui, c'est qu'on trouve un compromis à ce que le Code du travail s'applique immédiatement et non pas attendre des échéances lointaines. Si par le biais d'un communiqué, l'intersyndicale a en effet réaffirmé sa volonté d'une application immédiate du Code du travail, pour le syndicat des cadres, le discours est tout autre. En effet, pour le président de la CFE-CGC, seule une application progressive doit être envisagée sur le 101e département. Je l'ai toujours dit, nous, la progression, de façon progressive, oui, la CFE-CGC est là. On ne veut pas balancer tout ça tout de suite aux Mahorais, ce serait suicidaire. Ça, nous n'avons jamais cessé de le dire. Maintenant, travaillons selon donc un calendrier et un rythme assez soutenu. Je serai prêt donc à aller dans ce sens-là. Mais balancer tout de suite, non, c'est suicidaire. La CFE-CGC ne s'engagera pas dans cette démarche-là. Monsieur Ledémé Dominique, directeur du travail chargé de mission transposition du droit du travail à Mayotte, et Madame Agam Ferrier-Marie du secrétariat général des ministères sociaux, organisent en présence du préfet de Mayotte une conférence de presse relative à la transposition du Code du travail à l'issue de leur mission sur le territoire jeudi prochain. L'occasion d'en savoir un peu plus sur les intentions réelles de l'État. Je vous le présentais tout à l'heure, Ibrahim Hamada est avec nous sur le plateau. Vous êtes chargé de communication de Fadul, Ahmed Fadul, qui est candidat à la présidence des Républicains pour janvier prochain. Alors, on le disait également, une candidature qui semble tardive comparée à celle déjà connue aujourd'hui. Eh bien, pour vous répondre, chère madame, non, la candidature n'est pas tardive, puisque nous avons jusqu'au 11 janvier pour déclarer nos candidatures officielles. Donc nous sommes tout à fait dans la course et je dirais même que nous sommes sur le même pied de départ que nos confrères qui sont déjà déclarés devant vos antennes. Alors on voit un programme de campagne qui a été annoncé et sur quel axe va s'articuler cette campagne, quel axe principal ? Eh bien, M. Fadul Ahmed Fadul se présente aux élections des présidents des fédérations ici à Mayotte. Donc nous savons bien que les Républicains aussi sont amenés à choisir ici à Mayotte. Et donc nous, notre programme, c'est le maître mot, c'est rassembler. Rassembler notre parti pour la cohésion sociale. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, on ne peut pas discuter si on ne se rassemble pas, si on ne s'assoit pas sous la même table et parler des problèmes des Mahorais. Deuxième point, encourager. Encourager quoi? Encourager les Mahorais et les Mahoraises à nous rejoindre dans ce parti qui est les Républicains, un grand parti de France et de Navarre. Et donc, nous appelons les Mahoraises et les Mahorais, et surtout les jeunes, à nous rejoindre pour travailler ensemble afin de porter haut et fort les couleurs de Mayotte. Troisième point, nous préparer dans les communes. Parce que vous savez bien qu'en 2020, nous allons élire nos conseillers municipaux
Donc notre objectif, c'est rassembler tous ces élus de façon à ce qu'en 2020, les Républicains puissent avoir la majorité dans les municipalités. Et aussi en 2021, nous avons aussi les conseillers départementaux qui sont amenés aussi à s'exprimer et à faire valoir les droits des Mahorais. Nous avons le droit aussi de nous organiser. Nous devons nous organiser mieux que ça. Aujourd'hui, le parti qui était hier UMP est devenu républicain. Et donc les portes sont ouvertes. Et nous voulons que les anciens et les jeunes, que nous puissions discuter ensemble afin de défendre les intérêts de Mayotte, tous ensemble. Alors, je crois que ce sont des mots qui reviennent également chez les autres candidats. Mais là, au titre de votre programme même, quelle problématique ici à Mayotte semblez-vous être, à quelle vous allez vous attaquer en priorité? En priorité, vous savez, Mayotte, depuis la départementalisation, nous rencontrons beaucoup de problèmes. Et donc, il est capital, je dirais même primordial, aujourd'hui, que les élus prennent en compte le problème des Mahorais. Et surtout, un parti comme les Républicains ne doit pas rester les bras croisés. Nous devons apporter des solutions, contre-solutions s'il le faut, contre le gouvernement de gauche ici au pouvoir. Et donc, dire aux Mahorais, voilà ce que nous voulons. Mais pour cela, il faut le dire. Et pour le dire, il faut être nombreux. Moi seul, je ne pouvais pas. Le président du conseil départemental seul ne pourra pas. Il lui faut une majorité. Et cette majorité-là, nous comptons bien le lui offrir. Alors, en quoi Fadul Ahmed Fadul serait le candidat idéal? Eh bien, il serait le candidat idéal parce que M. Fadul Ahmed Fadul a servi comme maire dans la commune de Pamandzi. Il a été conseiller général de la commune de Pamandzi. Et de par ses fonctions, il n'a pas cessé jusqu'à aujourd'hui de lutter pour les élus. Il n'a pas cessé de lutter pour Mayotte. Aujourd'hui, c'est une continuité. Une continuité parce que nous avons besoin de quelqu'un, un homme fort, un homme de sagesse, un homme de conviction. Et M. Fadul Ahmed Fadul, c'est l'homme qu'il nous faut pour ce parti. Et j'en suis convaincu que si nous tous, nous nous réunissons derrière M. Fadul Ahmed Fadul, eh bien mes chers amis, le 31 janvier 2016, nous aurons un nouveau président pour le rassemblement. Nous aurons un président de l'Union, un président qui prendra en compte nos problèmes et qui sera à l'écoute. Merci beaucoup Ibrahim Hamada. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication de Fadul Ahmed Fadul, candidat à la présidence des Républicains. Et je vous remercie infiniment. Et ce matin se tenait à la caserne de Kahani la cérémonie de la Sainte Barbe, patronne des pompiers. L'occasion pour l'ensemble des pompiers de mettre à l'honneur le personnel méritant, mais aussi de se souvenir de ceux qui sont morts en service. L'ensemble des responsables chargés de la sécurité étaient présents, tout comme le préfet qui a procédé à la traditionnelle remise de médailles. Une commémoration pour les victimes de l'attentat de Paris a également eu lieu. Et durant son discours, le préfet Seymour Morsi a tenu tout particulièrement à rappeler les mots du président de la République. Reportage signé Shakila Issouf et Fred Souleymana. Drapeau sans sa garde. Rejoignez votre emplacement. La fameuse cérémonie de la Sainte Barbe est célébrée tous les 4 décembre, une cérémonie qui se veut conviviale en présence de leurs familles, amis et collègues. Plusieurs sapeurs-pompiers ont été décorés. La fierté se lit sur le visage du lieutenant-colonel Kassou, heureux d'être présent à cette cérémonie et de contribuer à l'évolution de la caserne. Le 4 décembre, c'est la fête des sapeurs-pompiers puisque c'est la sainte patronne, c'est la Sainte Barbe. C'est donc la patronne de tous ceux qui sont en contact avec le feu. Donc les sapeurs-pompiers, tous les ans, à l'occasion de cette date, organisent une cérémonie pour se souvenir des personnels qui sont morts en service commandé et aussi pour mettre à l'honneur un certain nombre de leur personnel qui le méritent. Des décorations qui récompensent le dévouement et le travail de ces hommes et ces femmes unis dans une mission, celle de sauver des vies. Avec 6 casernes, 225 pompiers professionnels et 500 pompiers volontaires, les sapeurs-pompiers à Mayotte sont en perpétuelle évolution. En atteste la nomination pour la première fois d'un responsable du groupement territorial mahorais en la personne du capitaine Idaroussi Saïd. Chef du groupement territorial. Garde-vous! Le capitaine Indaroussi Saïd est nommé responsable de ce groupement territorial. Oui, ça fait plaisir, comme vous le dites, ce service il est jeune. Il y a plein de projets à mettre en œuvre. Il y a plein de choses à mettre au profit des habitants du département.
Par contre, j'aimerais et je souhaiterais, et j'invite mes collègues aussi à suivre mon exemple, à faire de pareil. C'est pas un seul capitaine de Mayotte qui peut construire Mayotte, mais il va falloir avoir des capitaines, voire plus que des capitaines. C'est avec beaucoup d'émotion et de responsabilité que Mouanesha Soumaïla, représentante du conseil départemental, a tenu son discours. Et les membres du conseil d'administration ont aussi ce sentiment de devoir aller plus loin dans votre accompagnement. Être pompier représente bien plus qu'un métier. L'ensemble de ces hommes et ces femmes sont unis comme les membres d'une même famille, à l'image de ces accolades chaleureuses. Après les discours, s'en est suivi la pose d'une germe de fleurs au pied de la stèle, un moment de recueillement pour se souvenir de ceux qui se sont sacrifiés pour la nation. Le colonel Soribas, à la retraite, aura le dernier mot avec ce message adressé à la nouvelle génération de pompiers qu'il espère engagés et aussi passionnés. Moi, je leur dirais simplement qu'ils y aillent et qu'ils n'aient pas peur. C'est le plus beau métier du monde, la population a besoin d'eux, et donc qu'ils y aillent. Et puis c'est un bel engagement civique, donc qu'ils le fassent. La population a besoin d'eux. Et cap maintenant sur le Téléthon de le coup d'envoi a été donné tout à l'heure à 18h. Et pour en parler avec nous, Geoffroy Leray, président du Lions Club. Geoffroy, vous chapeautez, on va dire, cette opération ici à Mayotte depuis quelques temps, depuis quelques années. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez annoncé par rapport à l'édition de cette année ? Déjà, la difficulté pour l'organisation de cette année, c'était déjà quand même assez compliqué, vu les événements qu'on a et vu l'état d'alerte sur lequel tous les départements français sont. Donc c'est vrai qu'il a fallu beaucoup manœuvrer, beaucoup travailler pour qu'on puisse aujourd'hui, cette année du moins, à 18h, lancer officiellement le coup d'envoi donc, de l'AFM Téléthon Mayotte. Donc juste pour répondre, je ne suis pas le président du Lions Club parce que sur Mayotte, il y a plusieurs Lions Club, il y a 3 clubs. Je suis président du Lions Club Mayotte Lagon, qui est donc l'organisateur cette année du Téléthon Mayotte. Alors on parle d'un coup d'envoi qui a eu lieu à 18h, ça se tiendra également demain. Alors qu'est-ce qui est prévu au programme ? Alors depuis 18h ce soir, donc on a officiellement ouvert le Téléthon. Nous avons donc lancé le 36-37, donc l'appel aux dons par le téléphone. Nous avons aussi donc le Mbiwi Café, là où a eu lieu le coup d'envoi et l'ouverture officielle du Téléthon. Pendant jusqu'à demain matin 6h, des DJ qui vont animer donc toute la soirée avec de la musique. Nous avons donc le restaurateur qui met, qui reste le bar ouvert mais qui reverse une partie de sa recette au Téléthon. Demain matin, nous avons le parcours du Sud. Nous avons un départ donc à 7h au parvis du comité du tourisme avec des jeunes sportifs qui ont été sélectionnés pour aller sur Madagascar après. Donc ils vont faire la boucle du Sud pour revenir sur Mamoudzou après. Nous avons donc le centre équestre, le centre d'équitation de Ajangwa qui toute la journée de demain fera aussi une action, une kermesse, des balades en poney, il y a un château gonflable. Nous avons le golf de Combani, donc qui fait aussi un tournoi samedi et dimanche pour lequel j'invite tout le monde éventuellement dimanche à venir. On organise aussi un repas le dimanche midi sur place et tous les fonds sont reversés encore une fois au Téléthon. Nous avons donc le Sea Blues Safari avec l'association Megaptera et le Nemo qui vont faire donc des balades en mer sur des jeunes handicapés. Bon là ça n'importe pas mais c'est quand même assez intéressant pour les jeunes handicapés à Mayotte. Nous avons donc l'association Toi aussi qui demain vendra des gâteaux à la barge, l'association de Léo Club de Mayotte qui vend des gâteaux au lycée de Mamoudzou. Nous avons demain soir aussi un tournoi de Wii qui se fera sur la zone Nel. Je ne peux pas tous les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, mais par contre, je tenais vraiment tous à les remercier parce que c'est vrai que cette année, on a été vraiment épaulés. On a eu beaucoup de partenaires, ne serait-ce que pour le parcours du Sud, entre autres. Je remercie la préfecture de Mayotte qui nous a autorisé les manifestations. Ça a été assez compliqué de les mener jusqu'au bout. Nous avons Maïko qui nous a mis en place des boissons. Nous avons la boulangerie de Passamenti qui nous a offert des sandwichs. Nous avons Matisse qui nous a prêté des bus pour ces jeunes. On a vraiment eu beaucoup. Aussi le SDIS de Mayotte, le service départemental d'incendie et secours, où j'ai vu la Sainte-Barbe qui s'est déroulée aujourd'hui, nous a mis du personnel et une ambulance pour suivre ces jeunes demain. On a vraiment beaucoup travaillé et je suis très fier cette année parce que c'est vrai qu'on
on a de plus en plus de participants, de plus en plus de bénévoles et de plus en plus d'actions. Et c'est vrai que sur Mayotte, c'est quand même quelque chose qui manque et qu'il faut vraiment, parce que malgré tout, nous avons des maladies génétiques à Mayotte, peut-être pas autant qu'en France, mais vu notre île, il y en a quand même énormément. Et justement, par rapport à cette pluralité de partenaires, par rapport à l'organisation, est-ce qu'au niveau de la population, l'engouement y est également ? Oui, sur le 36-37, l'engouement est présent. Oui, oui, tout à fait. Bon, on a beaucoup d'appels au 36-37 qui sont bon, des appels, on va dire, des personnes qui s'amusent un petit peu avec le téléphone. Donc là, effectivement, je fais aussi un appel aux parents pour responsabiliser les enfants, de ne pas appeler le 36-37 juste pour s'amuser, parce que l'appel qu'ils font, c'est un don que nous, on ne peut pas récupérer pour une personne qui voudrait faire réellement un don. Donc, ces dons sont importants parce qu'on fait de la recherche derrière. À l'heure où je vous parle, on a 37 traitements en cours d'élaboration, en cours en phase finale quasiment de mise en place. Donc c'est énorme. On a plus de 3 millions de malades en France. C'est quelque chose qui est assez important. Et sans le Téléthon, sans l'AFM Téléthon, on ne pourrait rien faire parce qu'on ne pourrait pas faire ces recherches génétiques et on ne pourrait pas guérir ces malades. Merci beaucoup pour ces précisions, Geoffroy Loret. Je rappelle que vous êtes le président du Lions Club Lagon-Mayotte. Mayotte-Lagon. Mayotte-Lagon. Et avec nous maintenant, après le coup d'envoi hier, la fête de la science s'est poursuivie aujourd'hui. L'événement s'est clôturé à la cérémonie de remise des récompenses qui s'est tenue à midi. La matinée a une nouvelle fois été riche en découvertes pour les élèves du collège de Chiconi, mais aussi pour tous ceux qui sont venus d'autres établissements pour participer à cette fête. Les jeux se sont succédés et plusieurs récompenses ont ensuite été délivrées. Un sujet signé Taïn, Pierre Bellucci et Leslie Limney. Jeux, enquêtes, expériences, spectacles. Ce deuxième jour de la fête de la science a été une nouvelle fois très riche pour des élèves venus de toute l'île. Collégiens, lycéens ou primaires, tous ont pu participer à des ateliers de découverte de la science. Le tout d'une manière pensée pour être le plus ludique possible. Donc on a fait cette année pour la fête de la science un atelier sur une personne qui était perdue sur une île déserte. Il se réveille un matin, il est sur l'île déserte, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il doit trouver à manger, il doit trouver à boire. Et il doit faire du feu. Donc on a travaillé sur différentes méthodes, ça c'est ce qu'on appelle un distillateur solaire, donc ça permet de transformer en fait l'eau salée en eau douce. On a travaillé sur un filtre qui va permettre de nettoyer une eau très sale, qui va permettre de la rendre propre, on va faire la bouillir après. On a travaillé sur 3 méthodes pour faire du feu, avec une loupe, la technique de l'arc par friction et avec une pile et du papier aluminium on arrive à faire des étincelles. Plus un petit jeu sur les aliments, les différents aliments qu'on trouve à l'état sauvage à Mayotte et on se rend compte qu'en fait on arrive à avoir une alimentation équilibrée avec ce qu'on trouve dans la nature. Donc ici sur ce stand, on accueille les élèves pour une enquête. On a un cadavre qui a été retrouvé sur la plage de Soa. Il s'agit d'une tortue et les élèves qui viennent nous voir sur ce stand doivent essayer de deviner qui a tué la tortue, comment elle est morte et pourquoi. Ils vont passer à travers 7 stands différents dans la salle et répondre à ces questions qui sont sur un petit carnet grâce aux explications des élèves qui ont des documents et des petites expériences à faire aux élèves. Cette fête était aussi l'occasion pour les génies en herbe du département de montrer leurs projets et leurs créations. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le département ne manque pas de jeunes à l'imagination débordante. On fait de la programmation, par exemple la programmation web ou même avec un robot. Là, je vais vous présenter un robot qui s'appelle Timio. Un robot déjà programmé depuis l'usine, mais que je peux aussi programmer. Utiliser les mêmes programmes qu'il y a déjà dedans. Avec mon ordi, par exemple, un programme comme celui-ci que j'ai fait, je lui donne des ordres à faire. Par exemple, je peux lui dire d'avancer, de reculer en appuyant sur un bouton ou en utilisant les capteurs qui se trouvent sur le robot. Mais avec déjà des systèmes, des programmes qui sont déjà installés, je peux le faire avancer. Voilà, je peux le faire avancer en utilisant les capteurs, ou je peux utiliser le mode explorateur. En fait, le mode explorateur, il fait qu'avancer et moi, je dois lui donner des obstacles pour qu'il puisse les esquiver. Vers midi, la fête de la science est clôturée par la remise des récompenses. Les élèves du lycée du Nord, du collège de Sada ou encore de celui de Chiconi ont ainsi été plébiscités. Mais au-delà des récompenses et du concours, c'est surtout les 2 jours de fête et de découverte
que les jeunes apprentis scientifiques retiennent. J'ai bien aimé la fête des sciences et j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'étais ravie d'être avec mon professeur, de faire des jeux, avec les autres aussi. Et j'aime bien. J'ai bien aimé la fête de la science. J'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai presque tout fait. J'ai bien aimé. Et on a fait beaucoup de choses. J'ai bien aimé expliquer tout ça aux élèves qui sont venus. On a rencontré d'autres gens qu'on n'a jamais vus. Et aussi on a gagné le premier prix du collège du Chouconi. J'ai pensé que le prix de la science va être bon et je suis fière de moi et de mes camarades. Cette fête a été des plus réussies tant en termes d'organisation que de richesse des activités proposées. Rendez-vous désormais l'année prochaine pour des élèves qui ont à coup sûr déjà hâte d'y être. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce vendredi 4 décembre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Les inégalités de traitement institutionnel subies par Mayotte sont légion et les communes en paient chaque jour le prix. Le député Ibrahim Aboubacar a souhaité corriger le tir dans le cadre des discussions du projet de loi de finances 2016 à l'Assemblée, en modifiant les règles de répartition de l'octroi de mer. Applicable sur la plupart des produits importés et perçus par l'administration des douanes, cette taxe est une ressource financière essentielle pour les communes qui devraient en percevoir la totalité. Avant le 1er janvier 2014, 20% des impôts collectés étaient reversés aux communes à travers le fonds intercommunal de péréquation qui a disparu au profit du droit commun. Bercy a donc créé un régime dérogatoire en ponctionnant une partie de l'octroi de mer général dédié aux communes, soit 24 millions d'euros, pour financer le Conseil général, aux grandes dames des maires qui ont obtenu la restitution de cette somme en 2015. Le député Ibrahim Aboubacar était très attendu sur ce dossier, mais il est allé à contre-courant en déposant un amendement proposant de plafonner la part de l'octroi de mer communal alloué au département au niveau atteint au titre de l'exercice 2014, soit 24 millions d'euros. De cette manière, les richesses générées doivent de nouveau être partagées, validant ainsi un système dérogatoire que lui-même dénonçait il y a peu. Depuis 2012, Mayotte fait partie des départements et territoires où les enfants courent un risque important d'exposition à la tuberculose. C'est pourquoi le Haut Conseil de la Santé publique recommande que tous les nouveau-nés soient vaccinés contre la tuberculose et l'hépatite B. Cependant, les adultes sont aussi concernés. Il y a quelques semaines, une adjointe de sécurité du commissariat de Mamoudzou a pris en charge un gardé à vue dans le cadre de son service. Elle a ensuite quitté le territoire pour intégrer la pénitentiaire à Agen et a donc passé des tests médicaux qui ont révélé qu'elle était atteinte de la tuberculose. Elle a très vite communiqué l'information à ses anciens collègues, le gardé à vue apparemment porteur du germe pouvant avoir infecté les personnels. Cette problématique touche également le CHM où ce dernier aurait fait un séjour ainsi que le centre pénitentiaire. Les fonctionnaires de police ont demandé qu'une campagne de dépistage global soit effectuée, mais si celle-ci a été acceptée, seuls les effectifs qui auraient pu entrer en contact avec le malade seront concernés. Il en va de même au centre hospitalier où les personnels souhaiteraient savoir si les germes ont affecté quelqu'un et s'ils persistent. Et le centre pénitentiaire ne devrait pas lui non plus être épargné par la demande de dépistage global, tous ces services étant sensibles. Mais qu'en est-il de la population ? En 2011, 39 cas ont été dénombrés et 37 en 2014. Si l'inquiétude ne doit pas être de mise puisque les cas en question ne sont pas contagieux, un policier a tout de même été hospitalisé. C'est pourquoi les fonctionnaires demandent que le service administratif et technique de la police nationale prenne en charge un dépistage global des effectifs. En cette fin de saison sèche et malgré les quelques pluies de ces derniers jours, la sécheresse se maintient sur le département. Suite à la réunion du 1er décembre 2015 de la cellule de veille ressources en eau chargée d'analyser la situation hydrologique du département, le préfet vient de prendre la décision de limiter provisoirement certains usages de l'eau sur l'ensemble du département à compter du 3 décembre 2015. Les principales mesures sont l'interdiction de lavage 24 heures sur 24, sauf impératif sanitaire ou de santé publique, l'interdiction d'arrosage et d'irrigation de 8h à 18h, l'interdiction de remplissage et de maintien à niveau des piscines privées hors établissement touristique et l'interdiction de tout prélèvement d'eau dans le milieu naturel sans autorisation. Tout contrevenant s'expose à la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Outre les mesures de limitation provisoire de certains usages de l'eau, il est demandé à chacun une gestion économe de l'eau
que ce soit à partir de prélèvements dans les cours d'eau ou à partir des réseaux de distribution d'eau publique, et cela sur l'ensemble du département. Chaque citoyen doit être vigilant et faire preuve de civisme pour éviter de porter atteinte à la ressource en eau. Et enfin, le projet de réalisation du clip en faveur de la scolarisation avec pour marraine Zainouni est en passe de voir le jour. Le tournage a été réalisé cet après-midi à 15h au nouveau collège de Majicavo en la présence du préfet, du maire de Koungou et sous l'encadrement du professeur d'EPS. Un projet réalisé grâce à l'association Village d'Eva. Un moment important également pour l'ensemble du corps enseignant qui s'est mobilisé dans l'espoir de voir ce clip toucher l'ensemble des enfants de l'île. Reportage Shakila Issouf et Leslie Vimné. Quelques pas de danse, déhanchés et le sourire sur les lèvres pour chanter la scolarité. Enfin, la réalisation du clip en faveur de la scolarité voit le jour et ces jeunes collégiens ont à cœur de briller et de donner de leur personne pour qu'enfin d'autres enfants comme eux rejoignent les bancs de l'école. Un projet que le préfet souhaitait saluer personnellement. Autour de la question de l'émotion, vous avez le village d'Eva, vous avez un photographe, vous avez un danseur, vous avez notre chanteuse qui est ici, Zaininou, qui est là. Il y a le CUFR qui est mobilisé sur cette affaire-là, un peintre. Donc tout ça pour exprimer quoi? Pour exprimer la capacité que l'on a à vivre ensemble et pour pouvoir dire d'une manière ou d'une autre que ce que je ressens, c'est quelque chose qui est positif pour tous. Et donc c'est pour ça que j'étais là. Ça a surpris un petit peu, mais ça m'a permis également de voir ce magnifique établissement. Des liens se sont créés entre les collégiens et leurs marraines qui non seulement a été très investis mais aussi souhaitaient créer un pont avec cette nouvelle génération qui ne demande qu'à exister. C'est une histoire vraie, c'est ce qu'on voit tous les jours, ouais, les enfants, ouais, ils traînent avec de la bière, parce que là, on est dans un moment où il faut dire la vérité. Ils traînent avec des cigarettes, de la bière, et je pense qu'il faut quand même dénoncer ça. Il faut dénoncer. Et je suis une mère et des enfants, et je n'aurais pas aimé que mon enfant fasse ça. Donc ces messages, c'est une prévention. Ça concerne tout le monde, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que le village de Va, c'est le monde entier. Ouais. Un projet soutenu qui rassemble des acteurs intergénérationnels et qui rappelle combien l'enfance est éternelle. Bien sûr, on est tous passés par les bancs d'école et les collèges. Et je trouve, c'est vrai, je trouve un sentiment d'enfance assez important parce que l'enfance, ça ne s'oublie pas. C'est les racines, c'est la racine de la vie. Alors, bien sûr que je suis content, je me retrouve et j'espère pouvoir partager souvent ces genres d'actions. L'association Village d'Eva, à l'image de sa présidente et son vice-président, s'attelle depuis sa création à lutter contre la souffrance des enfants des rues. Aujourd'hui, à travers ce clip, il crée un lien entre les enfants scolarisés et non scolarisés, une chorégraphie qui n'aurait jamais vu le jour sans la patience et l'amour d'une professeure d'EPS, Fanny Riez. Aujourd'hui, c'est une intervention ponctuelle, c'est le tournage du clip de Zainouni, mais c'est un projet qu'on mène à l'année et qui nous tient à cœur, un projet sur les émotions liées à la scolarisation ou au contraire à la non-scolarisation, donc les enfants qui sont isolés, qui sont rejetés, et puis nos élèves à nous, voilà, qui sont là, qui sont présents, qui profitent, qui apprennent. Le 22 février prochain, le nouveau collège de Majicavo où a été tourné ce clip sera inauguré. Rendez-vous très prochainement pour la présentation du clip en faveur de la scolarisation à la télévision. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infocoesie.fr et sur OM5. La suite des programmes avec Ornella Perrine pour la météo. Retrouvez juste après l'invité du temps de parole, Jérôme Gillier. Il était ce matin au micro de Patrick Mian et demain, samedi et dimanche à 19h. Ne ratez pas votre magazine, les rendez-vous de l'info. Excellente fin de semaine à vous sur KTV.